Je ne reviendrai pas sur l'histoire elle-même, mais sur le comment, avec cette idée du séminaire et de cette question sur comment écrire la ville. Et donc j'ai pris quelques notes, je ne sais pas du tout si ça fait une demi-heure, ou plus ou moins, ça sera à peu près. Et voilà, et puis évidemment si vous avez des questions pendantes, ça peut aussi devenir plus une discussion dès que vous le souhaitez en fait. En réfléchissant, je pense que j'étais contente aussi de centrer sur Antipolis parce que récemment, pour des raisons évidentes de chronologie, j'ai plus parlé de Mémoire sauvée de l'eau, que j'essaie toujours de quand même resituer Mémoire sauvée de l'eau dans la démarche lancée avec Antipolis, mais voilà, j'ai pas eu l'occasion de consacrer 30 minutes de parole à Antipolis seul et à en parler en y revenant avec de la distance. J'en ai beaucoup parlé sur le moment, mais peu vraiment depuis. Et donc, je me disais, qu'est-ce que je vais raconter ? Et c'est vrai que si l'écriture du livre a été compliquée. Et donc, je me suis dit que j'allais essayer de nommer des difficultés. J'ai pensé à 3 difficultés. Et pour, à partir de là, réfléchir à qu'est-ce qu'elles disent de qu'est-ce que ça a été pour moi qu'écrire sur une ville. J'ai pas du tout de prétention à généraliser. Donc c'est comme ça que j'ai... D'ailleurs, je pensais 3 difficultés, finalement je me suis dit non, je vais changer le mot, je vais dire 3 épreuves. Je vous dirai pourquoi j'ai choisi ce mot d'épreuve, mais d'abord je vous l'ai dit, en fait, il y en a 3, il y en a une qui date plutôt de avant. C'est-à-dire que mon projet n'était pas d'écrire sur Sophia Antipolis, mon projet était d'écrire un roman qui aurait une histoire, et soudain j'ai eu l'idée que Sophia Antipolis soit le décor. Et en fait, le lieu a vraiment mangé mon histoire. Donc c'est la première difficulté à laquelle j'ai été confrontée, qui est de perdre mon histoire parce que le lieu. Et donc de m'apercevoir qu'il fallait que je fasse place à ce lieu-là. La deuxième difficulté, ça a été pendant. Ça m'est jamais arrivé de... Je supprime beaucoup quand j'écris, et j'aime ça, ce travail du négatif, cet exercice du renoncement, pour moi, fait vraiment pleinement partie de l'écriture. Cette fois, il a quand même été poussé à l'extrême, et j'avais un problème de forme narrative. C'est-à-dire que j'ai écrit ce roman plusieurs fois. Et à chaque fois, c'était quand j'arrivais presque au bout que je m'apercevais que j'avais pas choisi la bonne forme. C'était vraiment comme si le lieu rejetait la forme que je lui proposais. Et à chaque fois, j'ai été attentive à ça, mais donc j'ai plein de versions de ce roman non abouties parce que le dispositif narratif, romanesque, n'était pas le bon. Et la troisième difficulté, la troisième épreuve, elle est arrivée après, et c'est une sorte d'exercice d'humilité, d'accepter que écrire un roman avec un lieu, autour d'un lieu, c'est écrire un roman qui sera de toute façon incomplet, bien sûr parce qu'on ne peut pas tout dire, mais surtout parce qu'ensuite le lieu continue au-delà du roman. Et donc c'est faire cet exercice-là, d'être confronté aux limites de la forme qu'on a choisie, celle du roman, publié, terminé, je ne peux pas rajouter des pages à la fin, il est là comme ça. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de partir de chacune de ces 3 épreuves pour voir ce qu'elle peut raconter. Et j'ai choisi le mot d'épreuve plutôt que de difficulté parce que il me faisait penser, cette idée de l'épreuve, pour moi c'est ce qu'il y a dans l'idée d'une quête. Pour moi les épreuves, c'est ce qu'on voit par exemple dans les romans de la table ronde. Et quand je lisais Antipolis, à un moment, j'ai pas mal lu de choses de Chrétien de Troyes, parce qu'il est toujours question de forêt dans laquelle on est perdu. Et moi, j'avais de la forêt et j'étais perdue. Et je pense notamment à la figure de Perceval, qui, pour parvenir à sa quête, il doit réussir à apprendre à poser des questions et savoir quand ne pas en poser, quand en poser, et il n'y arrive pas d'ailleurs. Et il y a beaucoup de choses où il est perdu, et c'est en étant perdu qu'il se retrouve, etc. Donc c'est pour ça que voilà, je voulais garder ce mot d'épreuve, dans l'idée que c'est peut-être quelque chose qui vous apprend et vous oblige à poser des questions. Et aussi bien sûr parce qu'il y a le double sens avec l'épreuve photographique, et donc l'idée aussi c'est ce qui fait apparaître parfois l'épreuve. Et donc peut-être ces épreuves-là,
C'était ce qui m'avait permis de penser, de faire apparaître ce que l'écriture des lieux allait engager pour moi. Donc, si je reviens sur ma première épreuve, celle où, comme je vous le disais, je suis arrivée avec Sophia Antipolis, j'avais une intrigue et je cherchais à la placer quelque part. C'était une intrigue universitaire, ça devait se passer dans un milieu universitaire. Je pensais d'abord que ça se passerait à l'étranger, et puis Sophia Antipolis est apparue. Je suis née à Antibes, donc juste à côté, donc c'est une géographie que je connais bien, c'est une géographie que j'ai beaucoup fréquentée. Et en fait, c'est une toute petite anecdote, c'est d'entendre un ami me parler d'un séminaire d'entreprise à Sophia Antipolis, et il était logé, m'a-t-il dit, dans un hôtel au milieu de la forêt. Et venant d'Antibes, la forêt n'est pas l'écosystème auquel je suis plus habituée sur la Côte d'Azur. Et en plus, avec un hôtel dans la forêt, des entreprises dans la forêt, soudain, il y avait un paradoxe, et c'est ce paradoxe qui m'a attirée. Je me suis dit, tiens, ça pourrait se passer à Sophia Antipolis. Ça, c'est un déclencheur. Ce qui m'a fait rester, c'est mon ignorance. C'est de m'apercevoir que j'étais née à 6 km de là, et que je ne savais pas ce qu'était Sophia Antipolis. Je oscillais sur le nom, en effet, et donc moi je me disais, mais est-ce que c'est une ville ? Est-ce que c'est une technopole ? Est-ce que c'est une université ? Est-ce que c'est un unique bâtiment ? Je ne savais pas. J'avais toujours entendu que c'était entre Nice et Cannes, mais sur la route entre les deux, donc sur la route en tout cas entre Antibes et Nice, j'ai jamais vu Sophia Antipolis. J'ai vu des panneaux qui l'indiquaient, mais on ne passe pas par Sophia Antipolis. Elle est toujours contournée. Et donc je me suis aperçue que j'avais pas d'image d'une chose qui pourtant était proche. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller en savoir plus. Et c'est à partir de ce moment-là que mon intrigue, je sais même plus laquelle elle était, a complètement disparu, parce que je me suis vraiment lancée dans une recherche pour comprendre ce que c'était. Et c'est vraiment cette ignorance et, on pourrait dire même quasiment ce manque, qui m'a fait rester. Et c'était un manque multiple. C'était un manque de forme, qui se voit très bien sur la carte, c'est-à-dire où ça commence, où ça s'arrête. Il n'y a pas de contour. On ne sait pas quand on y entre, on ne sait pas quand on en sort. Et tous les gens qui me parlent de Sophia Antipolis, et c'est toujours pareil aujourd'hui, me disent « Ah non, on n'y va pas parce qu'on s'y perd. » Même avec les GPS, le lieu est capable de vous faire vous perdre avec un GPS, c'est rare aujourd'hui. Et il n'y avait pas d'image aussi, si on tape Sophia Antipolis, il n'y a pas une vue qui apparaît tout le temps. Quand on cherche un lieu sur Internet et qu'on met Google Images, très souvent on va avoir des mêmes points de vue qui vont se répéter. Et à ce moment-là, je crois que pour ma thèse, justement, j'avais pas mal lu Kevin Lynch, qui a écrit un livre qui s'appelle L'image de la cité, c'est très daté de son époque, mais où en parlant des villes américaines, il raconte comment une ville doit réussir à faire image. Et comment on fait image ? On fait monument, avec un point de mire, un monument au bout. Sophia Antipolis, c'est l'inverse, il n'y a pas de monument et il n'y a aucune perspective puisque toutes les routes sont courbes. Elles ont été construites courbes dans l'idée que comme ça, les voitures ne rouleraient pas trop vite et que les piétons pourraient circuler, sauf qu'il n'y a pas de trottoir. Donc il y avait ces manques-là, et peut-être aussi un manque de mots, parce que quand je cherchais des choses écrites sur Sophia Antipolis, en fait, je tombais sur des études, mais réalisées au moment même de la construction, donc qui très vite tombaient aussi dans la promotion, sur des archives administratives, où ce qui était frappant, c'est quand je lisais les archives des journaux, la façon dont Sophia Antipolis était évoquée, c'était l'évaluation. Est-ce que ça a réussi ou est-ce que ça a raté ? Ce qui est spécial pour un lieu d'être uniquement évalué. Et donc il y avait ça d'un côté, et sinon, de l'autre côté, la genèse mythique de un homme arrive, crée une ville dans la forêt où il n'y a rien. Il n'y avait pas d'autre, il y avait soit le mythe, soit la statistique. Et est-ce qu'il était possible de construire d'autres récits et d'entendre aussi, avant toute chose, d'autres récits du lieu ? Et donc c'est comme ça que je me suis fait happer par Sophia Antipolis, sans réaliser que j'écrivais sur elle d'abord, en commençant à faire des recherches. En commençant, comme je fais d'habitude, des recherches, pas pour mes romans, mais en histoire de l'art, c'est-à-dire en allant à la bibliothèque.
Et donc en lisant ces publications dont je vous parlais, ces plaquettes, en découvrant qu'il y avait une gazette de Sophia Antipolis qui avait été publiée à partir de 1974, un numéro par mois, et j'ai lu tous les numéros. Et c'était très ennuyeux et totalement passionnant, c'était très bizarre. C'était comme de voir la ville bouger au ralenti, mais je voyais chaque commerce qui ouvrait, je voyais les activités qui changeaient. Le premier moment où il y a des clubs de sport qui ouvrent, comment au tout départ on propose des activités, il y a un club de catéchisme par exemple, et puis à la fin finalement on va faire du trek dans le désert avec ses collègues. Donc toutes ces transformations, elles apparaissaient dans cette petite gazette. Et ensuite, j'allais pas uniquement à travailler à partir des textes, il m'a semblé que si je décidais d'écrire vraiment avec le lieu, il fallait y aller. Et c'est pour ça, là aussi, je dis je parle pour moi, parce que je sais que d'autres écrivains diront que pour écrire les lieux, au contraire, ils restent à distance. Ce qui m'intéresse, pour ma part, c'est d'éprouver le terrain. Et à Sophia Antipolis, ne conduisant pas, c'était vraiment des épreuves. C'était se retrouver en rade au bord d'une route, devoir être accompagnée depuis un hôtel jusqu'à chez moi, où j'avais loué un petit appartement à Garbegère, et j'étais la seule personne de Sophia Antipolis sans voiture, et même pour faire ce trajet qui durait 5 minutes, en fait il avait fallu prendre la voiture, et donc c'était éprouver cet espace tellement compliqué, tellement étrange, et dans lequel on sent que des intentions différentes se sont superposées, et ça produit ce tissu qui est à la fois une sorte de déduction d'un relief très accidenté, mais aussi d'intention d'un fondateur, puis de réalité administrative, puis d'exigence des entreprises et de temporalité superposée. Et c'est là aussi où je me suis aperçue, et heureusement, justement en marchant et en découvrant combien l'espace m'était étranger, ça a été très important pour moi de rester longtemps, parce qu'au tout départ, il y a cette chose, quand on arrive quelque part, vous l'avez sûrement vécu, quand on arrive quelque part sur quoi on fait des recherches, tout est passionnant. Parce que, tout est objet d'étonnement, etc. Et donc j'avais l'impression au départ de vraiment percevoir Sophia Antipolis avant de réaliser que je ne percevais que ma propre étrangeté au lieu. Ça ne voulait pas dire que le lieu était étrange, ça veut dire qu'il ne m'était pas familier. Et c'était pas ça que je voulais écrire en fait. Donc il fallait prendre le temps que ça devienne plus familier. Et pour ça, il fallait aussi en fait parler avec des gens. Parce que si je m'appuyais sur mon seul regard, j'allais voir comme personne qui a grandi, qui est née à Antibes, qui a grandi en ville, qui donc voit de l'étrangeté là où il n'y en a pas forcément. Il y a juste ma différence. Et ça a été quelque chose pour moi quand même, cette chose de la conversation, parce que dans mon parcours de recherche, j'ai fait des entretiens avec des artistes par exemple. Ça a quand même été un parcours relativement solitaire, et jusqu'à présent, mes livres n'avaient pas exigé que j'interagisse avec des gens. Je pouvais être toute seule. Et donc là, c'était une chose de contacter des gens et d'écouter. J'étais habituée à lire, j'étais habituée à regarder, mais j'étais habituée à dépendre de moi. Et écrire sur un lieu, ça a été aussi se dire je ne vais pas pouvoir tout comprendre toute seule. Donc j'ai rencontré des femmes. C'était pas une volonté, c'est un hasard. Je pense pas que ce soit entièrement un hasard. Je pense aussi que peut-être que des femmes étaient plus enclines à se dire que oui, ce qu'elles avaient à raconter, même si c'était peut-être petit, était intéressant. Et en tout cas, pour moi, ça m'a plu parce qu'il y avait une chose que j'ai sentie assez vite, c'est que justement, quand je lisais dans les archives, il n'y avait que des hommes partout. C'est normal, c'est ces années-là, et donc il y avait des hommes qui étaient penchés au-dessus de cartes, des hommes qui décidaient, des hommes qui construisaient. Or, il y avait quand même un lieu qui avait un nom de femme dedans, Sophia Antipolis. Et j'avais donc assez vite, je me suis dit, j'aimerais bien entendre quand même les femmes de Sophia Antipolis. Et dans les archives, les femmes n'étaient que les épouses. C'était les épouses des ingénieurs qui venaient, qui accompagnaient. C'était pour elles qu'on faisait des loisirs, mais pas plus que ça. Et comme il y avait quand même ce nom un peu caché, puisqu'il y a cette étymologie grecque de Sophia, mais que j'avais lu assez vite que c'était aussi la femme d'eux. La femme du fondateur, Sophie Lafitte, que cette Sophie Lafitte n'était pas que femme d'eux, qu'elle était beaucoup de choses. Je me dis, tiens, je vais déplacer ça. Mais là, j'anticipe un petit peu. Mais donc, en tout cas,
de parler avec des femmes, et des femmes qui souvent étaient venues là pour leur propre travail. C'était bien, c'est ça qui a fait vraiment exister le lieu, et c'est elles qui ont fait surgir une énorme partie de cette histoire, qui n'était pas à ce moment-là dans les archives, qui n'était pas dans les sources écrites, qui était la préexistence du hameau de forestage, camp de Harki, de la Bouzide, qui était donc là avant que Sophia Antipolis ne soit construite. Elles me l'ont indiqué en me parlant du paysage, en m'indiquant de grands eucalyptus. C'est pour ça que ces eucalyptus ont une telle place dans le livre. Les eucalyptus, au pied desquels il y avait des restanques et les restes de ces habitations. Et donc ça a vraiment donné un coude dans l'histoire, parce que moi jusqu'à présent, même si je voulais écrire autre chose que le mythe de un homme fonde une cité des sciences et de la sagesse là où il n'y a rien, et ben en fait cette histoire-là était contredite. Il y avait en tout cas une autre histoire, il y avait une préexistence. Et c'est vraiment ça aussi, cette idée, quand je disais, ben voilà, je suis passée de l'idée de Sophia Antipolis, ça allait être un décor, à cette idée qu'il fallait faire place. Ben c'est ça aussi, faire place au lieu. Je me suis aperçue que c'était faire place à des strates du lieu qui ont pu être recouvertes, mais aussi détruites, uniquement oubliées ou aussi niées. Et avec ça vient quand même une forme de responsabilité, c'est-à-dire je ne savais absolument pas comment raconter cette histoire des Harkis, dont je n'hérite pas, contrairement à Elise Zéniter par exemple, mais où, puisqu'elle était là, je n'allais pas rejouer l'invisibilisation et passer mon chemin pour raconter l'histoire que j'avais prévu de raconter. Et donc, ça a été, cette chose-là a été partie prenante de cette espèce de deuxième épreuve, qui est comment écrire tout ça, quelle forme donner, en quelque sorte comment composer. Le mot composer me paraît juste parce que écrivant le lieu, c'était l'idée de composer, de faire avec, donc de composer, faire avec une réalité. Je ne suis pas entièrement libre d'écrire mon roman comme je souhaite, il y a ça, comment je compose avec, mais aussi comment je compose au sens, je produis une forme close, une forme qui se tient en tout cas, comme une composition musicale, je ne sais pas, mais voilà, donc comment faire. Et dans cette quête de la forme, j'ai eu beaucoup d'échecs. Je ne vais pas les énumérer, mais peut-être deux qui ont été des choses que j'ai vraiment tentées. À un moment, j'étais hyper intéressée par les travaux de Bruno Latour et je me disais, qu'est-ce que ça serait d'écrire un roman non humain ? Est-ce que je pourrais, pour Sophia Antipolis, réussir à faire passer l'humain à l'arrière-plan, voire pas du tout ? J'ai pas réussi. J'ai pas réussi, sans doute aussi parce qu'en fait, justement, la façon dont Sophia Antipolis était traitée, c'était toujours sous l'angle de l'anonymat et de la froideur, et que peut-être que ce qu'il fallait, et notamment après avoir rencontré des personnes qui me parlaient, c'était des effets d'incarnation, et où aussi c'était réussir à écrire des effets de lien et d'affect pour un lieu qui, dès que les gens m'en parlaient, était toujours privé de ça. On me disait toujours, voilà, c'est froid, c'est anonyme, il n'y a rien à faire. Je voulais réussir à ajouter de l'affect. Et donc, il m'apparaissait qu'en fait, j'avais besoin pour ce projet-là d'incarnation, de faire place à d'autres agents que des humains, mais en tout cas pas dépeupler les lieux. L'autre tentative, c'était celle classique pour le lieu de l'idée de une narratrice va déambuler et voir les choses et les décrire, qui est une piste qui peut donner des textes extrêmement beaux. Par exemple, c'est, je crois, dans deux de mes livres préférés, j'en profite pour parler de deux de mes livres préférés sur la ville récents. C'est un livre qui s'appelle Sporting Club de Emmanuel Villain, dans lequel le narrateur poursuit un cinéaste qui s'appelle Camille, dans une ville qui n'est pas nommée, que vous reconnaîtrez sans doute, mais je ne vous la dis pas, parce que pour moi, qu'elle ne soit pas nommée a fait partie du plaisir. Et l'autre, c'est Malakoff de Grégory Buchert, qui est, comme son nom l'indique, sur Malakoff, qui est un roman merveilleux, qui date de 2020, et dans lequel un double de l'auteur déambule dans Malakoff. C'est fantasque et précis, informé et rêveur, c'est vraiment extrêmement beau. Donc voilà, c'est des solutions qui parfois marchent très bien, mais là ça fonctionnait pas, justement parce que j'étais renvoyée, je pense, à mon propre regard, et que dans le cas de Sophia Antipolis, c'était pas ce qui m'intéressait,
Et qu'aussi, il me semblait qu'il fallait faire place à la question, à la fabrique de la ville, et non pas de la voir comme une chose donnée qui serait sous mes yeux, mais forcément m'autoriser une temporalité qui me dépasserait largement. Et donc finalement, ce que j'ai décidé, après je vous passe l'option cœur des femmes, l'option ceci, enfin il y en a eu vraiment, il y a eu 6 antipolis ratés. Et vraiment, à chaque fois, j'allais presque jusqu'au bout. J'y croyais et c'était à la fin où c'était impossible de ficeler la chose. C'était pas ça, le lieu disait non. Et donc ce qui s'est passé en fait, c'est que je pense, sans que ce soit conscient, hein, ça c'est des choses que je reconstruis rétrospectivement pour essayer de faire du sens avec tout ça, c'est que j'ai repris les histoires elles-mêmes, et notamment donc, les 2 grandes histoires. La première, un homme construit une ville là où il n'y a rien. La deuxième, qui la contredit, il y avait des gens à cet endroit et leurs histoires ont été effacées. J'ai pris les histoires pour les redire, mais à chaque fois en les déplaçant. La première histoire, celle de la construction héroïque, je l'ai déplacée en notamment donnant plus de place à ce personnage de Sophie. Et en le déplaçant du côté des femmes, très légèrement, comme ça, parce qu'on suit quand même beaucoup Pierre Lafitte, mais en déplaçant très légèrement pour que ce ne soit pas uniquement la geste constructrice héroïque. Et l'autre histoire, celle des Harkis, elle m'est apparue comme l'histoire du passé, et je l'ai déplacée en choisissant de la raconter justement au présent. Ce qui était important pour, cette fois-ci, pas seulement refléter ce qui était, mais essayer d'agir aussi en montrant que cette histoire existe toujours. Qu'elle soit passée, qu'elle ait été effacée, qu'elle ait été détruite, n'empêche que, puisque c'est notre passé, ça existe dans le présent, ça informe le présent. Et puis bien sûr, un autre déplacement, c'était lié au simple fait qu'il y avait une première histoire et une deuxième qui contredisait la première. Et ça, c'était aussi une chose, quand je parlais d'épreuve, quelque chose qui m'a révélé sur ce qu'exigeait d'écrire les lieux, ça exigeait sans doute de faire bouger la forme romanesque qui est parfois, pas du tout le temps, mais en tout cas une forme englobante, harmonieuse, où on a une histoire qui occupe tout le terrain, comme ça, en un espace qui fait de la place à la contradiction. 2 histoires se contredisent et pourtant, en un sens, les 2 sont vraies. Et il faut faire exister les 2 dans un même espace. Donc le roman devient comme une forme de géologie avec des strates, des lignes de faille, et on accepte ces lignes de faille. Et en fait, l'ordre du roman, le fait que le camp de Harki apparaisse dans la deuxième partie, en un sens, ça retrace l'ordre du travail, c'est-à-dire le moment où ça m'est apparu à moi, mais aussi finalement, c'était pour moi comme une façon de faire primer quasiment l'ordre spatial sur l'ordre chronologique. C'est pas chronologique, ce qui a eu lieu avant apparaît après, mais quand on vient à Sophie Antipolis, ça ne peut pas être ce qu'on voit en premier, le hameau de forestage. Donc, ça vient après pour transformer, reconfigurer. Alors quand je réfléchissais à tout ça, je me suis aperçue que je pensais forme romanesque et narrative, mais que j'allais complètement passer à côté de aussi les phrases, comment on raconte, et ça a vraiment été aussi un questionnement de comment dire une ville, dire un espace. Même s'il y a beaucoup de temporalité forcément dans ce livre, ça voulait dire qu'être porté par l'espace, c'est un peu renoncer le fleuve du temps qui va vous emmener dans une grande saga. Et donc, il fallait que je trouve d'autres façons de faire rythme dans le récit. Et en fait, je pense que c'est un peu comme ça que sont venus, presque, je me souviens très bien du moment, mais je ne sais pas ce qui m'a conduit à faire ça, cette chose que vous voyez ici, qui est que les paragraphes sont comme à l'envers. C'est ce qu'on appelle, c'est les graphistes qui m'ont appris, ferré à gauche. Le texte est ferré à gauche, au lieu d'avoir des retraits, il y a des avancées. Et en fait, c'est parce que j'avais besoin de voir mes débuts de paragraphes. Parce que j'avais qu'une seule peur, c'est que tout commence par il y a et c'était. Puisque je faisais un état des lieux. Donc je voulais voir mes débuts de paragraphes, et c'était une façon d'avoir un texte qui arpente, et donc qui s'enracine bien. À un moment, je me suis dit, c'est aussi comme quand on a un bâton de marche, une façon de planter le bâton pour ensuite s'avancer. Et aussi est venu quelque chose qui est léger encore dans Antipolis et qui s'accentue dans Mémoire sauvée de l'eau, qui est la question de la scansion, où quelquefois je vais à la ligne alors que la phrase n'est pas finie.
Pareil, c'était des questions de produire un rythme qui n'est pas uniquement narratif. De même qu'il y a un terrain, comme des accidents de terrain, puisqu'il s'agit aussi de restituer un terrain. Donc, c'était, je pense, l'idée de laisser la façon dont j'écris être influencée. C'était aussi essayer à faire vraiment laisser une place matérielle au lieu. J'avais pas trop envie de me dire j'écris sur Sophia Antipolis. Dans le écrire, il y a quand même une phase. C'était plus avec. Et dans ce avec, on se laisse influencer. Ce n'est pas seulement moi qui vais donner des mots à la ville. Il y avait l'idée qu'elle me fasse, qu'elle contamine, qu'elle influence, qu'elle modifie la façon dont j'écris. La façon dont j'écris. Et là-dessus, il y a une chose il y a un écrivain que j'aime beaucoup, qui est poète, qui s'appelle Emmanuel Ocar, qui a lui beaucoup écrit sur Tanger, et notamment un livre qui s'appelle Une grammaire de Tanger. Et j'ai adoré cette idée de la grammaire d'une ville. Et il dit des choses très belles sur la façon dont... Il dit non, moi je veux pas habiter à Tanger, je veux vraiment habiter Tanger. C'est-à-dire que Tanger transforme la façon dont les phrases se construisent dans ma tête. Et pour moi, ça dit exactement... Je ne veux pas écrire des romans où le lieu serait le personnage principal. Il ne s'agit pas de faire du lieu un personnage. Mais en tout cas, que l'écriture soit modifiée par le lieu. Donc ça, voilà, pour ces épreuves qui se sont posées à la fabrique du roman. Et ensuite, c'était pas fini, parce qu'une fois qu'il était fait, il y a eu d'autres formes d'épreuves, ou de mise à l'épreuve. Mais en tout cas, il y a eu une chose où c'est une épreuve autour de la question de la poursuite, de ce qui se passe après. Donc le livre est sorti, j'ai fait des rencontres, beaucoup de rencontres dans la région. La première était à Cannes, puis à Nice, puis à Antibes, puis à Montsartou, donc ce qui signifie que je me rapprochais de Sophia Antipolis, mais j'étais pas à Sophia Antipolis. Et c'était très drôle parce que j'étais quand même dans une région rapprochée, mais de voir quand j'étais à Cannes, à la librairie, tout le monde me disait « Oh là là !» Quand la libraire m'a dit un livre sur Sophia Antipolis, je me suis dit « Quel ennui !» Et en fait, c'est intéressant. Et plus je me rapprochais, mais on était sur des toutes petites échelles, il suffisait de changer de 2 km, et ça diminuait un petit peu jusqu'à ce que Montsartou, qu'il est vraiment dans Sophia Antipolis, que les gens là aient un truc hyper chauvin de notre ville. Comment ça, ils disent qu'on est anonyme à Cannes. Et en même temps, ce truc très impressionnant pour moi aussi d'aller sur les lieux, raconter les lieux. J'avais vraiment peur que... Je me disais, voilà, des gens vont me dire non, ça c'est faux, etc. C'était très frappant de voir que beaucoup de gens qui habitaient là apprenaient l'existence du hameau de forestage par le livre. Et donc d'avoir la sensation de voir comme contribuer à une vie locale aussi, sans y penser, mais par ce livre-là. Et pour moi qui suis née dans la région, c'était super parce que ça me faisait un autre lien avec la région que je suis née ici. Là, c'était un lien de travail, quelque chose de construit. Et donc, de se dire, voilà, le livre, en un sens aussi, fait place à une histoire qui pouvait ne pas suffisamment être vue. Ça a correspondu à un moment où cette question de l'existence du hameau de forestage est aussi arrivée dans la presse grâce à l'association des harkis et descendants de harkis de Valbonne Sophia Antipolis. Il s'est mis à y avoir les premiers articles dans Nice Matin. Là, je voyais l'article que tu montrais date de 2019. Donc, il y a eu comme ça, à partir, je dirais, 2018, des articles. Cette fameuse stèle dont je parle dans le livre, pour le coup, qui elle était déjà là. Et un an après la sortie du livre, 1 an et demi, donc la journée nationale d'hommage aux harkis, c'est le 25 septembre. Et le 25 septembre 2023, en fait, je faisais une rencontre à Montsartou, la veille, par hasard, le 24 septembre. Et un homme qui s'appelle Alexandre Ahmed Dakish, qui dirige l'association des harkis de Sophia Antipolis, m'a dit que le lendemain, il y avait une cérémonie au rond-point des Bouillides. Et donc, j'ai prolongé le séjour et j'y suis allée. Enfin, j'y suis allée, on m'y a emmenée, parce que je ne connais pas. Et là, il y avait cette cérémonie avec le maire, et qui était une cérémonie pour renommer le rond-point des Bouillides.
Donc le rond-point des Bouillides, aujourd'hui, si vous en faites le tour, ça s'appelle rond-point des Bouillides, Cité des Roses, Camp de Harki. Donc maintenant, si vous faites le tour et que vous lisez ce qu'il y a écrit, vous voyez, vous avez un indice de l'histoire. Il y a quelque chose autre que ces ruines qui ne se voient pas. Et pendant la cérémonie, tout à coup, le maire de Valbonne qui faisait la cérémonie a lu un extrait d'Antipolis. Ça, c'était très très impressionnant. Et parce que j'étais hyper fière et hyper impressionnée, et je me suis rendu compte de la responsabilité que c'était. Qu'en fait, en écrivant sur le lieu, bien sûr, je me sentais l'impression de devoir quelque chose, ou en tout cas d'être engagée dedans, quoi. On est engagé dedans. On ne va pas ensuite dire j'ai écrit, je passe à autre chose. Moi, je me considère comme toujours engagée avec ce qui se passe à Sophia Antipolis. Je lis ce qui se passe, et c'est là où on en arrive à une limite. Enfin, donc cet engagement, il est double. On peut être heureux de se dire j'ai contribué à, mais il y a une responsabilité qui va avec. Et il y a aussi une frustration qui est que après, les choses continuent et on ne peut plus les mettre dans le livre. Et en janvier dernier, je crois, j'ai reçu un message de Alexandre Ahmed pour me dire que les eucalyptus avaient été coupés. Les grands eucalyptus ont été coupés par la mairie. Pour moi, les eucalyptus, c'est des personnages du livre. Et donc, il y a l'envie de... Mais le livre est fini. Et donc, il faut accepter cette chose qui est que c'est un récit de toute façon incomplet. Et qui est de toute façon dépassé par sa matière même, qui, elle, continue. Et donc, c'est aussi là, quand même, un exercice d'humilité. Il n'y aura pas de roman total du lieu. Et c'est très, très bien comme ça. Et je ne sais pas du tout à combien de temps j'en suis, mais je vais m'arrêter là. Merci. Bravo.